Bienvenue à toutes et à tous sur Horatz, l'émission féministe de M24. Une émission où l'on parle de la condition des femmes au Maroc, d'égalité avec les hommes, d'émancipation et de liberté. Aujourd'hui, nous allons parler de médecine, de littérature et de l'avenir et des conséquences du tout technologique sur notre humanité et notre liberté. Je reçois pour en parler Dr Mohamed Cohen, chirurgien digestif et auteur. Il a publié 3 romans, dont le dernier, Les Châtrés, vient de paraître aux éditions La Croisée des Chemins en décembre 2022. Mohamed Cohen, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Horatz. Merci à vous, merci Laïcha. Je suis extrêmement ravi d'être là. Je vous rends la politesse et je relevais dans votre préambule le côté féministe et le côté d'égalité entre hommes et femmes, et c'est un sujet qui me passionne énormément. Ah bah, c'est pour ça que vous êtes là, docteur. Je crois aussi. mais il y a quand même une... je suis féministe jusqu'au bout des ongles, et féministe... mais à la manière de Simone de Beauvoir et d'Elisabeth Badinter. Ah bah c'est génial, vous allez m'en parler longuement alors quand on va arriver à cette question. Tout à fait, parce que je trouve ça important. Et c'est un féministe qui est universaliste, existentialiste. Et il y a un autre féministe qui m'exaspère énormément, je voudrais le dire. Oui. Et je pense que c'est pas votre opinion. Moi, je suis universaliste aussi, exactement. Voilà, exactement. Pour moi, il n'y en a qu'un seul. L'autre m'exaspère énormément. Enfin, c'est un féministe qui est la détestation de l'homme et la guerre contre le chromosome X, Y. Et ça, je trouve que ça, c'est absurde. Et ça, je le répète souvent, nous ne sommes pas du tout contre les hommes. Bien au contraire, c'est dans l'intérêt des hommes d'être féministes. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Alors, vous êtes actuellement, vous exercez en tant que chirurgien digestif à Casablanca. Et puis, soudain, en 2017, l'envie vous prend de publier des livres, d'écrire des livres. Donc, vous avez commencé par Le Blog des contradictions, publié chez Casa Presse, que je montre là. Ensuite, en 2021, vous avez publié Pour le plaisir, donc toujours à la Croisée des Chemins, celui-là. Ouais. Et puis ensuite, le dernier, dont on parlera tout à l'heure, qui s'appelle Les Châtrés, toujours à la Croisée des Chemins. Alors, pourquoi le choix de l'écriture, docteur ? Qu'est-ce qui vous a poussé un jour à vous dire, tiens, je voudrais écrire, je voudrais publier. La médecine est quelque chose d'assez long par rapport au domaine de l'écriture, ou bien il y a des liens ? Oui, il y a certainement des liens, enfin, des petits ponts qu'on peut construire entre la médecine et l'écriture. Moi, je suis arrivé à l'écriture par hasard. En fait, j'ai l'habitude de lire et d'écrire de temps en temps des petites choses pour moi. Et à un certain moment, je me suis retrouvé avec un manuscrit. Il y a eu une rencontre intéressante et on me dit il faut publier. Donc, j'ai osé le faire. Et alors on me demande souvent pourquoi vous écrivez. J'écris par plaisir, essentiellement. Enfin, ce n'est pour moi ni un sanctuaire, ni une évasion, ni dans ce côté-là, je suis nietzschéen. J'écris pour l'exaltation, pour la joie que ça procure. Et puis écrire, c'est une construction aussi. Enfin, pour écrire, il faut lire, et ça, on se construit en écrivant. C'est très, très intéressant. Ça m'ouvre des perspectives que je n'avais pas avec la médecine. J'ai noté aussi votre modestie par rapport au terme écrivain. Vous dites, je ne suis pas un écrivain, j'écris. Oui, et tout ça, à fait, oui. C'est faire preuve aussi d'humilité par rapport à ce métier, non ? Si vous le dites. Alors, vous avez publié donc votre 3e roman, donc Les Châtrés, une histoire singulière de l'humanité. Donc, c'est une dystopie qui parle de transhumanisme, et où le narrateur, généticien de formation et natif d'un petit village du Moyen Atlas, raconte l'histoire des Châtrés, des hommes déshumanisés à force d'innovation, et où la nature, fatiguée des hommes, de leur cupidité et de leur insouciance, a décidé de prendre sa revanche, et a ainsi décimé une partie de la population des hommes, et a rendu infécondes ceux qui ont survécu. C'est hard quand même comme situation. Pourquoi le choix d'un tel sujet? Est-ce que c'est la période du Covid qui vous a inspiré? Non, du tout. Alors, je vais vous étonner. Enfin, l'écriture du roman a commencé bien avant le Covid. Et je n'ai aucun mérite parce que je suis médecin et je sais que le monde a connu des épidémies, on en connaîtra d'autres. Et cette histoire m'a permis tout simplement de parler du transhumain parce que c'est un sujet qui me passionne énormément, qui me
il est passionnant parce que c'est presque une tragédie, c'est une tragédie grecque, si vous voulez. D'un côté, c'est tellement beau ce qui nous attend, et c'est tellement intéressant, et de l'autre côté, c'est tellement angoissant, et je pense qu'on va peut-être en parler tout à l'heure. Oui, mais alors justement, vous pensez qu'il y a un risque de déshumanisation dans un avenir proche? Sincèrement, oui, parce que aujourd'hui, les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, investissent des sommes faramineuses dans le projet transhumain. Et ce projet transhumain veut absolument augmenter les capacités physiques et intellectuelles des êtres humains et promet à la longue une longévité et peut-être même la mort de la mort, comme dit Laurent Alexandre. Enfin, Laurent Alexandre, c'est un neurologue, vous voyez, un neurologue qui s'intéresse donc à l'écriture et qui est en plein dans ce projet transhumain. Donc ces sommes faramineuses investies dans ce projet-là pour justement passer d'une médecine thérapeutique, parce que jusqu'à présent et depuis les Grecs anciens, les médecins soignent des gens, soignent des maladies, et aujourd'hui on veut augmenter leur capacité physique et intellectuelle. Ça veut dire qu'on ne va pas s'intéresser aux gens malades, on va s'intéresser aux gens qui ne sont pas malades. On va leur donner la possibilité de vivre plus longtemps sans maladie. Et vivre longtemps, ça veut dire qu'ils seront forts et sages en même temps. Ils seront vieux et jeunes en même temps. Mais ils auront perdu leurs émotions et tous les plaisirs qui sont liés à... Pour l'instant, ils ne perdent pas leurs émotions. Mais ce qui se prépare est un petit peu inquiétant dans la mesure où cette intelligence va être couplée à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est une intelligence artificielle faible, c'est-à-dire qui apprend par les humains, par les big data. Mais dans l'avenir, les projets veulent absolument passer à une intelligence artificielle forte qui va avoir conscience d'elle-même, qui va avoir des sentiments, qui va prendre des décisions. Et donc c'est la fin de l'humanité, non ? Alors je ne sais pas si c'est la fin de l'humanité. Exactement. Le livre est une fiction, oui. C'est une fiction, mais voilà. C'est tout à fait possible. Les hommes ne peuvent plus se reproduire, donc c'est la fin de l'humanité. Au fait, le livre parle de l'infécondité des hommes, mais ce qui se prépare, c'est justement machinaliser l'homme ou humaniser la machine. C'est-à-dire que mais ça se fait déjà. C'est-à-dire que lorsqu'on pose un pacemaker à quelqu'un, on va l'augmenter. Aujourd'hui, l'informatique et l'intelligence artificielle permettent de faire voir l'aveugle, de faire entendre le sourd, de faire battre un cœur qui est fatigué. On peut faire bouger un bras paralysé par la seule pensée via l'ordinateur. Donc c'est extraordinaire. Ce sont des augmentations. Ça existe déjà et ça va encore... Donc, l'innovation, quand même, reste fondamentale dans ce type de progrès. Mais pourtant, j'ai comme l'impression dans le livre que vous êtes un petit peu contre. Je ne suis pas contre. Que l'innovation vous fait peur à la fin, que ça peut se retourner contre les personnes, contre l'humanité. Oui, je le pense. Enfin, je suis un peu divisé dans cette histoire-là. Vous savez, depuis les Lumières, les gens ont pensé que le progrès allait rendre les hommes plus heureux et plus libres. Ce qui était le cas quand on voit la première révolution où il y a eu donc l'événement de la démocratie, l'éducation nationale, les voyages en train, la création de la classe ouvrière. Tout ça, ça ne pouvait pas être fait sans watts avec le moteur à vapeur et sans Gutenberg, l'imprimante. Donc l'imprimante couplée au moteur à vapeur a permis donc le journalisme, enfin les publications de journaux, donc la démocratie. Donc il y a quand même, c'est grâce à l'innovation que les sociétés évoluent. C'est vraiment le progrès. Oui. La deuxième révolution a été aussi un grand progrès, parce que le moteur à explosion, l'avion, le train, la voiture, etc. Donc ça a rendu les gens plus heureux et plus libres. La troisième révolution rend effectivement heureux, mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne parle plus de progrès, on parle d'innovation. Et l'innovation pour l'innovation. Vous savez que lorsque vous achetez par exemple le dernier iPhone ou le dernier Samsung... Il a une durée de vie, ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Il a une obsolescence. Et puis
c'est vraiment de l'innovation pour l'innovation. Parce que la boîte ça ne sert à rien, en fait. La boîte qui n'innove pas va mourir. Et nous, on est poussés dans le dos par cette espèce de consumérisme aveugle. Et on est obligé d'acheter en sachant très bien qu'avoir le dernier iPhone ou avoir le dernier Samsung ne nous rend pas ni plus libre, ni plus heureux. Mais on le fera quand même. Et donc, cette innovation-là me gêne un petit peu. Donc, on n'est pratiquement plus dans le progrès, on est dans autre chose, dans une espèce de société où on est obligé de consommer, mais cette consommation ne va pas nous rendre ni heureux ni libres. Ouais. Alors, ça me permet de faire ma transition par rapport à votre premier roman, puisque donc il y a une contradiction finalement dans l'innovation pour l'innovation, l'innovation qui permet d'évoluer. Donc, je reviens au bloc des contradictions où vous évoquez, à travers vos personnages, les contradictions de la société marocaine. Ouais. Et donc, pour vous, quelles sont ces contradictions que vous relevez et pourquoi est-ce qu'elles empêchent l'émancipation, l'émergence des libertés individuelles? Quelles sont ces contradictions qui, finalement, nous menacent aussi? Parce qu'on parlait d'innovation, mais les contradictions sont un peu embêtantes aussi, non? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, le premier roman, c'était l'occasion d'évoquer un sujet qui aussi me tient à cœur. C'est le problème de l'avortement clandestin. Et donc, pour arriver à ce sujet, j'ai articulé le roman autour d'une relation d'amour entre un homme, un chirurgien comme par hasard. Donc c'est un peu vous. Pas du tout, non, mais bon, je me suis inspiré de mon travail. Et une fille d'une famille élevée dans les traditions et ils vont vivre une grande histoire d'amour et pour aboutir à un moment où le ciel va s'assombrir par un grand nuage lourd et qui va aboutir à une espèce de discorde, si vous voulez. Donc il y a du malentendu et il y a ce problème d'avortement clandestin qui me tient beaucoup à cœur. Mais les contradictions de la société marocaine, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça entrave effectivement l'évolution, si vous voulez, rapide, mais on est en train d'évoluer progressivement. Et je constate depuis un certain moment qu'entre le moment où j'ai écrit ce roman et aujourd'hui, il y a eu une très grande évolution, dans certaines choses, bien sûr, et c'est tout à fait positif. Parmi les contradictions, je cite bien entendu des choses tout à fait banales, c'est-à-dire que vous pouvez imaginer que la consommation et la vente d'alcool est interdite au Maroc, mais si vous sortez le samedi après-midi ou le samedi soir, le taux d'alcoolémie sont supérieurs à ceux de la Bretagne et de la Normandie. Donc, je sais que par exemple que les médecins du secteur privé sont dénigrés, ceux du secteur public sont payés au lance-pierre et pourtant c'est eux qui veillent sur la santé de la population et on a vu ça pendant le Covid. Enfin, des petites contradictions. Et puis aussi, il y a les comportements, il y a l'incivisme, il y a la violence du narcissisme dans notre société qui fait que c'est contradictoire avec ce qu'on a appris, la façon dont on nous a éduqués, enfin la modestie, la droiture, la rectitude et tout ça. On perpétue ce qu'on appelle la culture du mensonge, de l'hypocrisie sociale, qui génère la violence, l'arbitraire. Parce que c'est des lois qui sont là, qui ne sont pas appliquées, et qui peuvent tomber sur la tête de n'importe qui n'a pas de chance ce jour-là. Exactement. Et donc c'est pour ces raisons qu'il y a un collectif, par exemple, le collectif qui s'appelle les Hors-la-Loi, ont réclamé l'abolition de ces articles qui sont liberticides et notamment la refonte du code pénal. Est-ce que vous avez signé ce manifeste? Est-ce que vous en avez vous en avez pas entendu parler? Si, bien sûr que j'en ai entendu parler. Je vais peut-être vous décevoir, je ne l'ai pas signé. Je ne l'ai pas signé parce que je considère qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que d'autres. Et ces choses-là, on ne fait pas vraiment attention à ces dysfonctionnements. Moi, je considère que, par exemple, la rupture du jeûne volontaire pendant le mois de Ramadan, c'est une insulte et un non-respect. Je considère que les relations sexuelles en dehors du mariage, c'est un sujet, effectivement, mais c'est un sujet au second plan quand on prend, par exemple, le traitement quand on prend, par exemple, le problème de l'avortement clandestin. 600-800 avortements clandestins se font au Maroc par jour, dans des conditions atroces, dans des conditions difficiles, où des fois on perd le bébé, des fois on perd la maman. Et ça, c'est un vrai sujet. Et ce sujet-là, je pense qu'il faut vraiment
qu'on en parle, ça me paraît beaucoup plus important que les relations sexuelles en dehors du mariage. Ah oui, après, bon, chacun hiérarchise comme il le souhaite. Tout à fait, mais bon, si on veut construire un Maroc démocratique, il faut aller tout doucement, ça va certainement arriver. Moi, je comprends bien la riposte, je comprends bien que les relations sexuelles entre deux adultes consentants, ça ne gêne ni l'État, ça ne met pas en danger ni la sécurité de l'État, ni la sécurité des gens. C'est tout à fait personnel. Mais si on s'attaque, par exemple, à l'histoire de l'avortement, à l'histoire des viols des jeunes filles à qui on va... Tout à fait. Si on s'attaque... Est-ce que vous savez que, par exemple, les enfants qui sont nés les enfants illégitimes ont des carnets de famille roses et les autres ont des carnets... C'est-à-dire qu'il y a une discrimination, une stigmatisation d'un bébé qui n'a rien fait à personne. Ça, c'est les vrais problèmes. S'il y avait ça, je l'aurais signé. Mais c'est lié, parce que en fait, je comprends bien. C'est-à-dire que c'est voilà, le fait d'interdire donc rend les choses compliquées, encourage l'hypocrisie, encourage l'avortement clandestin, qui doit évidemment être. Je suis tout à fait conscient, mais je pense qu'il faut hiérarchiser les choses. Enfin, c'est à mon avis. Enfin, je suis ni juriste, je suis un simple citoyen qui réfléchit, qui essaie de prendre le conseil de Kant qui dit qu'il faut saisir son activité dans la pensée, enfin il faut saisir son temps dans la pensée pour... j'essaie de réfléchir tout simplement, je n'ai pas la science infuse, c'est un avis tout à fait personnel. Mais en même temps, c'est ce que votre opinion est importante et vous êtes quelqu'un de plus ou moins moderne. La preuve, votre livre Pour le plaisir qui met en parallèle deux personnes, deux femmes, l'une très évoluée, très libre, très moderne, qui entend vivre sa vie comme elle le souhaite, et l'autre plus conservatrice, plus traditionnelle. Et donc on ne va pas raconter ce qui se passe à la fin, mais voilà, je veux dire... c'est aussi une contradiction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une population, enfin on a des femmes qui travaillent, qui sont autonomes, qui vivent leur vie, qui veulent justement ces droits-là parce qu'elles veulent être honnêtes et respecter la loi pour pouvoir vivre tranquillement, parce que comme vous dites, c'est des valeurs. Oui. Donc comment on peut... Vous avez, en plus, ce qui m'a interpellée dans ce livre, c'est que vous avez écrit à la place d'une femme. Oui. Donc vous, homme, vous vous êtes mis dans la peau d'une femme. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment avez-vous fait? Est-ce que vous avez révélé votre part du féminin? Forcément, bien sûr. Alors revenons à votre introduction. Oui. Vous m'avez parlé, vous m'avez dit avec beaucoup de ferveur que vous étiez féministe, universaliste. Est-ce que vous pouvez m'en parler là justement davantage? Et qu'est-ce que vous pensez justement de la condition des femmes au Maroc? Effectivement, je suis féministe, je suis tout. Voilà. Je pense que les femmes marocaines ne sont pas moins loties que les autres femmes. Il y a des choses effectivement à faire et des choses à ajuster, mais elles sont même parfois mieux que dans certains pays. Est-ce que vous vous rendez compte que, par exemple, dans un canton suisse, le droit de vote a été donné aux femmes en 1991 ? Les femmes françaises n'avaient pas le droit d'avoir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari jusqu'à 1965. Ouais. Moi, ma mère, elle avait son compte bancaire, elle a toujours voté. Donc, c'est quand même des éléments extrêmement importants. C'est bien de souligner qu'il y a des choses dans lesquelles nous sommes plus ou moins avant-gardistes. Il y a effectivement des choses sur lesquelles il faut travailler. Mais il y a des inégalités, vous m'en parlez tout à l'heure. Bien sûr qu'il y a des inégalités. Et je pense que là, il faut qu'on grandisse, il faut qu'on s'élève, il faut qu'on débat, il faut qu'on discute ensemble pour justement arriver à un niveau d'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a quand on se réfère par exemple au discours royal de juillet 2022, depuis son intronisation, le souverain a mis la famille et la femme au centre de ses intérêts, au cœur de son activité. Et son discours dit bien qu'on donne la possibilité... On doit donner la possibilité à la femme d'arriver à son niveau d'émancipation, au niveau dans lequel elle doit être. Effectivement, et dans son discours, il rappelle qu'effectivement, il y a des petites entorses, il y a des fonctionnaires. Voilà. Mais bon, on est sur la bonne voie. Et je suis très optimiste de ce côté-là.
Je vous raconte une anecdote. Quand je suis arrivé au Maroc, j'étais dans une petite réunion où il n'y avait que des hommes. Et j'ai eu le malheur de dire que l'avenir du Maroc passait par les femmes. Et à ce moment-là, enfin, j'ai eu un tollé de réactions. Et j'ai revu ces gens-là quelques années après. On en a reparlé. Et aujourd'hui, ils sont convaincus, effectivement, que l'avenir du Maroc passe par les femmes. Oui, bon. Donc il y a quand même du progrès. Et il a fallu militer, sensibiliser, bien parler. sûr, mais tout s'arrache. C'est-à-dire que les choses ne se donnent pas, elles s'arrachent. Oui, donc, absolument. Voilà. Mais qu'est-ce qui doit changer aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous révolte par rapport justement à... Vous avez parlé tout à l'heure du cas des enfants qui sont nés stigmatisés parce qu'ils ont un carnet rose au lieu d'un carnet comme tous les autres enfants. Est-ce qu'il y a d'autres situations? Parce que souvent, il y a aussi, on parle par exemple du mariage des enfants, le mariage des mineurs. Oui. C'est des choses qui devraient plus être, non? Qui devraient plus être. Bon, ce qui se passe actuellement, moi, à mon avis, enfin, je suis pas expert dans le domaine. Je sais, moi je parle de vous en tant qu'être humain, en tant que féministe. Oui. Donc, non, je vois effectivement que les choses... Le mariage est interdit avant la majorité, ça se fait, ça se pratique, surtout dans le côté rural. Mais je pense que les textes sont là, la volonté politique est là, la volonté de Sa Majesté qui guide est là, il est conscient de ce problème-là. Et je crois qu'on ne va pas tout régler en un instant. Il faut du temps. Et puis si la volonté est là, le reste suivra. Donc je pense qu'il faut un certain degré de patience. Et c'est tout, quoi. Mais qui doit régler ça? Est-ce que c'est qui doivent conduire ces changements? Le roi, Sa Majesté, a donné ses orientations. Mais qui doit faire ces changements? Parce qu'à un moment donné, il faut passer à l'action. Bien sûr. Alors on a un cadre juridique qui est instauré par Sa Majesté. D'accord? Il y a une responsabilité que j'attribue essentiellement aux acteurs, aux écrivains, aux médias, à la culture. Et je pense qu'une société ne peut évoluer que par sa culture. Donc ces gens responsables de la culture doivent bouger pour justement faire prendre conscience des choses. Et je pense que du côté, entre les deux, il y a le système institutionnel qui, lui, va être obligé de bouger parce qu'il a l'information d'en haut, il a la bousculade d'en bas, et je pense que c'est peut-être le meilleur moyen de faire bouger les choses. Alors, j'espère en tous les cas. On arrive au terme de cette émission, et comme vous l'avez constaté, elle s'appelle Horaz. Ça veut dire femme émancipée. Que signifie pour vous la liberté, Dr Cohen? En quoi elle est nécessaire à l'émancipation d'une société, à la consolidation d'une société plus juste, plus égalitaire? Alors, la liberté, quand on prend la liberté sur le plan, j'allais dire, conceptuel et philosophique, l'homme est né libre, et la liberté s'exprime dans le fait de vouloir être ce qu'on veut. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout comme l'animal qui est enfermé dans une espèce de logiciel où l'abeille est abeille, elle fera du miel pendant toute sa vie, depuis le début des temps, le chien restera chien. L'homme peut devenir ce qu'il veut. Grâce à l'innovation. Grâce à l'innovation, exactement, grâce à son intelligence. Donc ça d'une part. Être libre, c'est pouvoir être en adéquation avec soi-même, devenir ce qu'on veut, et pouvoir voyager, se déplacer, dire, s'exprimer dans un cadre démocratique et dans le respect des autres. Je pense que c'est ça, être libre. Et vous l'êtes libre, monsieur Dr Cohen? Écoutez, quand on arrive à l'apogée de ses espérances, quand on a traversé sa vie sans contraintes difficiles, lorsqu'on est entouré par des proches aimants, lorsqu'on aime les gens, lorsqu'on est en adéquation avec ce qu'on veut, on est à ce moment-là libre. Et moi, je me considère un homme libre, effectivement. Dans votre tête, dans vos actions, dans votre quotidien? Oui. Eh bien, écoutez, on est content pour vous. Merci beaucoup. En tout cas, Dr Cohen, merci beaucoup pour votre participation à cette émission et la qualité de vos réponses. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau avec peut-être un autre livre, et peut-être que vous allez mériter l'appellation écrivain. J'espère bien. Je vous remercie en tous les cas, c'était très agréable. En tout cas, je rappelle que vous êtes médecin, chirurgien digestif, spécialisé dans la chirurgie de l'obésité, mais pas que. Vous avez publié 3 romans qu'on vient de présenter, donc, dont le dernier, c'est Les Châtrés, qui est sorti en décembre 2022 aux éditions La Croisée des Chemins.
Vous dites que, ce que j'ai retenu pour vous, que l'émancipation, la liberté, l'évolution sont tributaires de la culture, avec un grand C, et que tout le monde doit participer à ça. Les écrivains, les médias, mais pas que, il faudrait aussi que certains fassent leur travail. Exactement. Et prennent des décisions quand il le faut. Bien sûr. En tout cas, merci encore. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne continuation des programmes sur M24.